Bon après-midi à tous. Merci d'être là. Je crois que c'est un des rares talks qui est pas vraiment technique, à part celui qui parlait de kubectl. Donc, on est entre les deux. Je suis quand même un peu au-dessus de kubectl, mais reste assez non technique. Et aujourd'hui, on va parler d'une évolution d'une équipe qui développait une application vers une équipe qui est responsable de l'uptime, de garder les choses disponibles. Et en fait, je vais vous amener un certain nombre d'informations. Il y a peut-être des choses qui seront évidentes pour vous, d'autres moins. Vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre d'avancer dans votre chemin si vous faites ce chemin-là. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue des retours avec les gens. Alors peut-être que vous êtes déjà super expert. Si vous travaillez chez Google, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose ici. Et mon expérience, c'est que c'est quand j'ai travaillé avec une équipe qui savait faire des produits et qui bouge vers des services. Et peut-être vous allez me dire, mais moi, je ne fais pas des services. Mais en fait, j'ai envie de vous dire peut-être que si. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses en tout cas qui arrivent dans les entreprises. Il y a le mouvement DevOps, où en fait les devs et les ops sont potentiellement une seule équipe, ou en tout cas il y a plus de responsabilités. Ça, quelque part, c'est ce dont on va discuter. Et le deuxième, c'est qu'il y a certaines entreprises qui, au lieu de dire on fait des applis toutes isolées, on expose des API, donc on devient une plateforme d'API interne, mais qui est utilisée par le reste de l'organisation. Donc cette présentation s'adresse au moins sur ces deux cas d'utilisation. Et quand on se met à héberger quelque chose nous-mêmes, en fait, on commence à penser risque. Pas le jeu, mais les problèmes qu'on peut avoir en production. Du coup, on rééquilibre. Les devs veulent toujours pousser plein de trucs, les ops, rien. Voilà, et là, on essaie de trouver un équilibre. Donc, c'est un cadre de réflexion et de migration d'équipe. Donc moi, je m'appelle Emmanuel Bernard, je travaille chez Red Hat depuis pas mal de temps. Et j'ai fait beaucoup de librairies, donc penser les API, mais après, la librairie était utilisée dans une application. Et moi, je n'étais pas responsable de l'uptime de cette application. Évidemment, j'essayais de ne pas faire de bugs qui faisaient cracher les applis, mais après, voilà. Et il y a 2 ans et demi, en fait, Red Hat a vraiment accéléré son virage vers les services, les as a service, les cloud services. Et donc, on m'a dit, tu ne veux pas prendre la direction d'architecture de l'équipe qui va créer littéralement un service. Et donc, j'ai dit banco, parce que c'était assez excitant, mais moi, je ne connaissais rien. Donc, c'est un peu mon chemin de moi et des équipes autour de ça. Et le contexte, c'est, donc on n'a pas fait que Kafka, mais Kafka, c'est un bon exemple. On a pris un service, on a pris un produit qu'on avait, qui était la version productisée de Kafka, et on a dit, on va offrir Kafka as a service à nos clients, d'accord ? Et on utilise Kubernetes, on le vend même à nos clients via la distribution OpenShift, donc on va s'appuyer sur Kubernetes, et ça tombe bien, on a un Kubernetes as a service chez Red Hat, donc on va utiliser ça. Et puis en plus, on a déjà eu cette expérience avec Kubernetes qu'on héberge pour nos clients. Donc les SRI, on connaît, les procédures, on devrait connaître, ça va bien se passer. Donc première leçon, vous avez beau avoir eu une équipe, des gens à côté de vous qui ont eu cette expérience, en vrai, il faut vraiment c'est expérientiel, il faut le faire soi-même pour vraiment comprendre et internaliser tous ces sujets-là. Et donc vous n'allez pas vraiment apprendre ça par les livres ou par les présentations. Donc là, on va arrêter la presse parce que ça ne sert à rien. Non, en fait, ça sert parce que vous allez quand même apprendre des choses des livres. Vous allez apprendre des chemins que vous allez ignorer parce que vous savez que ça a un échec. Vous allez peut-être aller dans une impasse, mais réaliser beaucoup plus vite et trouver la meilleure solution. Donc tout ça, ça vous permet de maturer votre pensée, mais ça reste vraiment une expérience d'équipe. Donc, une méthode pas mal, c'est de prendre des gens qui ont déjà eu cette expérience et de mélanger avec des gens qui n'ont pas eu cette expérience. Ça vous permet d'accélérer ce genre de chemin. Et puis au début, les gens qui n'ont pas eu l'expérience vont dire « Ah non, mais tu es toujours négatif, ça va bien se passer, etc. » Puis après, on s'équilibre. Alors, de quoi on va discuter ? Déjà, on va réfléchir aux besoins fondamentaux de l'équipe. Quel est le changement de pensée dont on a besoin ? D'accord ? Donc on va discuter un certain nombre de concepts, ça va reprendre à peu près la moitié de la présentation. Puis après, on va regarder les petites astuces qu'on va pouvoir utiliser pour aider l'équipe à changer sa façon de penser dans ces modes-là. Et puis, on va parler des choses un peu spécifiques aux ops, pas beaucoup, parce que j'ai dû raccourcir un petit peu la présentation. Alors, si vous êtes DevOps, ça va être la même équipe. Si vous êtes Dev avec une équipe SRI un peu séparée, ça sera 2 équipes. Mais dans tous les cas, ces informations sont applicables.
Alors, on va commencer aux choses, le changement de façon de penser. Le premier, c'est quand les choses tombent, ça devient ta responsabilité, quoi. Donc ça, c'est la force négative de voir les choses. Mais c'est vrai que la loi de Conway nous dit, voilà, quand il y a deux organisations, en fait, quand la distance de communication est plus élevée, eh ben, il y a un éloignement, d'accord ? Y compris dans la façon de construire les systèmes. Et quand on a une équipe de dev classique qui développe son truc, qui ne sait pas vraiment sur l'objectif de comment ça sera déployé, sur quelle infrastructure, etc., elle passe ça par-dessus le mur à une autre équipe dont le job c'est d'opérer. Alors elle lui demande 150 pages de documentation, on envoie ça, on fait beaucoup de copier-coller, ça va bien se passer, puis après, on oublie. Et en fait, c'est pas que les gens ne veulent pas le faire, mais naturellement, il n'y a pas une boucle de rétroaction rapide entre les problèmes de prod et l'équipe de dev. D'accord ? Et c'est ça qu'on va essayer d'avancer, avoir une équipe qui a une boucle de rétroaction extrêmement rapide, voire même anticiper les problèmes d'opération, mais dans le dev. Alors, le premier truc, c'est, bon, vous devriez le faire dans tous les cas, mais il y a un truc important, c'est qu'est-ce que vous voulez offrir ? Donc, si c'est une API, si c'est une app qui doit être up ou ce genre de choses, qu'est-ce que vous voulez offrir ? Et il y en a deux particuliers que je trouve qui sont fondamentaux sur un service. Le premier, c'est quelles sont ses limites. Classiquement, quand on développe une application, quand on développe un produit dans le cas de Red Hat, on ne sait pas, on a souvent même des clients qui vont au-delà des choses qu'on pouvait imaginer, et puis miracle, ça passe. Enfin, c'est magique comment on peut pousser les choses, mais en fait, comme on ne connaît pas exactement les limites, c'est assez difficile de raisonner dessus. Quand on connaît les limites, on va pouvoir raisonner et avoir beaucoup d'informations intéressantes dessus. Et les limites, c'est quoi ? C'est des choses fondamentales. Ça peut être les entrées-sorties, bande passante, disque dur, ce genre de choses. Ça peut être le CPU, la mémoire disponible, ou ça peut être des choses un peu plus haut niveau qui sont plus fonctionnelles. Le nombre, dans le cas de Kafka, le nombre de topics maximum, la taille maximum d'un message, ce genre de choses. Donc ça, c'est une première étape. On a défini les limites. Déjà, votre utilisateur, il va pouvoir dire ces limites, elles me vont, ou alors elles ne me vont pas. On peut commencer à avoir une conversation intéressante plutôt que de penser que tout va bien se passer. Et le deuxième, c'est les attentes du système. Donc, un utilisateur, vous les connaissez, ils ont une attente, ça ne tombera jamais, ça fonctionnera toujours, super rapide, etc. Mais ça, ce n'est pas réaliste. Donc, on va prendre un utilisateur non naïf et on va dire qu'est-ce qu'on attend du système. On attend un truc qui est disponible, mais avec des zones d'indisponibilité de 4 heures toutes les nuits, où on attend 95% d'uptime, 99,9% d'uptime, et à partir de ça, on va penser les choses. Et l'uptime, c'est un truc, la disponibilité. L'autre chose, c'est la latence, le temps de la rapidité de réponse, et la durabilité des données, c'est un troisième exemple. D'accord ? Et ces deux choses-là vont nous permettre de déduire plein de choses. Ça, c'est super, sauf que c'est super dur. Surtout quand vous démarrez. Parce que quand vous démarrez, vous ne savez pas trop, mais qu'est-ce que sont vraiment les limites utiles. Donc, il faut parler beaucoup avec vos utilisateurs finaux, essayer de trouver, mais à un moment, vous faites un peu de choix. D'accord ? Donc, il faut garder un peu de flexibilité, mais au début, c'est un peu difficile là-dessus. Et c'est encore plus difficile sur la façon dont le système, les attentes du système. Parce que y a l'ingénieur un peu conservateur qui dit « Non, mais moi, attends, mais je sais que ça tombe tout le temps, ce truc-là. Donc moi, mon disponibilité, c'est 0%. » Ok, super, on ne va pas avancer. Et puis, il y a l'ingénieur optimiste, voire le product manager qui est là, qui dit « Non, mais c'est un process, ça tourne, il n'y a pas de raison que ça tombe. 100%. » Et donc, comment est-ce qu'on fait pour converger sur une valeur qui a du sens pour l'équipe ? En gros, vous pouvez faire plein de réunions et tourner sans vraiment avancer. Vous allez juste parler dans le vide assez abstrait. Donc la solution clé, c'est de dire, dès que ça tourne sur l'ordinateur portable d'un développeur, hop, on met ça en prod dans un environnement qui va peut-être être que pour l'équipe, mais on commence à le faire tourner. Et on prend des devs et on va leur dire, vous allez opérer ce truc-là. S'il tombe, vous êtes responsable du truc, alors peut-être entre 9 et 5, enfin peu importe vos horaires de bureau, mais apprenez à le faire, apprenez à faire les étapes, les migrations, les choses là. Et là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième, c'est tant que vous êtes un peu flou sur vos limites, gardez vos portes d'architecture assez ouvertes, mais ça a des coûts. Quand
on dit, moi j'ai un système, c'est OK s'il est disponible 95% du temps, ça veut dire qu'on a de la marge un petit peu. Ou alors si on sait qu'on a une période d'inutilisabilité 4 heures par nuit, il y a plein de choses qu'on peut faire à ce moment-là. Ça va changer la façon dont vous allez vouloir architecturer votre système. Un autre exemple, dans les systèmes distribués, vous pouvez dire le nombre de nœuds égale le facteur de réplication, et à ce moment-là, vous êtes dans un cas un petit peu particulier où les nœuds ont tous les mêmes données, en fait. Ils sont symétriques, ce qui fait que la taille de disque, c'est toujours la même, etc., pourvu que vous utilisiez des nœuds similaires. Si vous êtes en dehors de cette hypothèse-là, il faut gérer un peu plus de complexité. Est-ce que c'est une bonne porte à fermer maintenant ou est-ce que c'est une porte à garder ouverte pour le futur? Voilà, ça, c'est des conversations que vous pouvez avoir à partir de vos limites. Deuxième truc super intéressant quand on a des limites, c'est qu'on peut les tester, ces limites. Donc, au lieu de se dire on va tester à 1 milliard d'utilisateurs par microseconde, alors qu'en fait, il y a 10 utilisateurs au back-office, bon, super, mais ce n'est pas très utile. Là, on a défini des limites et on va pouvoir les tester aux limites. Donc, nous, notre expérience, ça a été, on a commencé à tester aux limites et puis on ne les atteignait pas du tout. Du coup, on a itéré, on a résolu les 3-4 bottlenecks qu'on avait et on l'a atteint. Et on a eu la confiance, surtout on a eu la confiance et des équipes de dev et des équipes de prod que ce système il pouvait tenir. D'accord ? Donc ça simplifie beaucoup vos systèmes vos tests de perf, vos tests de validité, ce genre de choses. Alors à propos des limites, vous pouvez dire les limites, c'est 1 téraoctet maximum de données et puis tant de bandes passantes, etc., etc. Et vous pouvez écrire ça sur un papier et dire, voilà, monsieur le client, votre utilisateur, voilà le contrat. Super. Et puis là, tout le monde s'en va, quelques mois passent, tout va bien, on atteint 1 téraoctet, rien ne se passe, ça continue à fonctionner. On atteint 1,5 téra et là, balaboum, plus rien fonctionne. Donc là, le client dit, ah, c'est de ta faute, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, dépêche-toi de réparer le truc. Donc là, grosse panique, on ne sait pas ce qui se passe. Vous finissez par réaliser qu'en fait, il a été au-delà des limites, donc vous revenez vous dire, en fait, c'est de ta faute. Et donc là, qui est content? Personne. Okay, donc, ça, c'est la limite. Le contrat, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Donc, la première étape minimum, c'est de mesurer, pour pouvoir peut-être mettre des alertes et anticiper en disant, attention, tu es déjà à 80% de ton téraoctet. Ça, c'est bien, mais pareil, je ne sais pas qui lit les warnings des compilateurs, mais en général, on a tendance à les ignorer. Là, c'est un peu le même cas. Donc, le mode encore plus idéal, qui n'est pas toujours faisable, c'est d'avoir des limites qui ne peuvent littéralement pas être dépassées parce que vous avez mis en place une limite de bande passante. Ou alors, au niveau du disque dur, vous allez dire, quand j'atteins 80% de la taille du disque dur, je vais commencer à ralentir le nombre de messages par seconde pour ralentir la consommation de disque. Et puis, si j'atteins 100%, j'interdis le nombre d'écritures de messages par seconde, par exemple. Donc ça, c'est une façon douce, mais ferme de limiter les choses. Votre système ne va pas aller dans une zone inconnue, il va rester dans une zone connue. Le comportement du système. Souvent, on appelle ça les service level objectives, mais ce n'est pas le truc fondamental qu'on veut savoir, c'est quoi une application heureuse, c'est quoi un client heureux. Et quand le client il est heureux, par Kafka, on pourrait dire c'est envoyer et pouvoir lire les messages. Ok, super, bon, ça c'est notre client heureux. Sauf que ça ne se mesure pas bien. On ne peut pas appeler le client tous les 5 minutes en disant « T'es heureux là ?» Donc la solution, c'est de trouver un proxy qui va représenter le client heureux. Et ça va être un objectif. Et cet objectif, il faut qu'il soit mesurable. D'accord ? Et après, il y a 2 choses intéressantes. Soit vous êtes au-dessus de votre SLO, votre disponibilité, c'est 99,999, alors qu'en fait, vous avez 95% de disponibilité attendue. Vous êtes dans le vert, tout va bien, vous allez pouvoir continuer à innover, vous travaillez sur la partie dev de votre application. Si vous commencez à atteindre la limite ou être systématiquement en dessous de votre SLO, là, au niveau de votre gestion de risque, ça va vous dire, attention, tu n'es pas capable de tenir ta limite, va investir dans rendre le système meilleur. Ça veut dire peut-être qu'il tombe moins en panne, moins souvent, ou ça peut être que revenir disponible, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus automatisé. Voilà, il y a différentes approches là-dessus. Donc ça vous fait une façon que ça vous aide à investir. Après, un objectif reste un objectif de l'équipe, et puis de l'équipe par rapport à son client. Donc ça peut être en dessous, mais c'est intéressant. Et votre client, d'ailleurs, il peut dire, tiens, cet objectif, il est intéressant, mais moi, mon objectif de disponibilité, il est plus haut, et cette dépendance, elle n'est pas au niveau. Du coup, qu'est-ce que je fais ?
Si cette dépendance elle est critique, j'ai un problème, donc je négocie avec eux ou alors je trouve une solution pour la rendre non critique. Je vais investir de l'architecture pour rendre ma dépendance non critique. Ça, c'est un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dériver des SLO? On a parlé de l'investissement. Au niveau de l'architecture, j'en ai parlé un petit peu. Si j'ai des périodes d'indisponibilité de l'application prévues toutes les nuits, il y a des choses, des batchs, de la maintenance que je vais pouvoir faire là sans avoir à le gérer avec du 99.9 et donc des systèmes hautement disponibles plus naturellement. Évidemment, je vais pouvoir décrire les indicateurs qui correspondent à mes objectifs, les SLI, Service Level Indicator, et aussi les indicateurs qui vont me permettre d'anticiper. Tiens, si cet indicateur, quand il arrive trop souvent, après, plus tard, mon SLO, il descend. Okay, ça me permet d'anticiper le problème pour aller le résoudre. Donc ça, c'est des indicateurs de second, de troisième niveau, mais qui sont utiles au fur et à mesure que vous maturez votre système. Et des indicateurs, c'est bien, mais vous n'allez pas payer quelqu'un à regarder un dashboard et dire « Ah, il est passé rouge, il est passé rouge ». Okay, donc ça ne sert à rien. Mettez des alertes en place qui vont automatiser ça. Et pourquoi on fait ça? Parce que votre temps de disponibilité, en fait, en tout cas sur l'uptime, il est lié à trois choses. Le nombre de problèmes que vous avez, donc la fréquence des problèmes que vous avez. Okay, donc moins vous en avez, mieux ça va aller. Mais le deuxième, c'est le temps qu'il va vous falloir pour détecter que vous avez un problème. Si vous n'avez pas d'alerte ou que vous allez à un dashboard et que le gars s'est endormi, vous avez perdu 3 heures. Et en fait, pendant 3 heures, vous étiez down et votre SLO a pris une grosse claque dans la tête. D'accord? Alors que si vous avez une alerte qui peut alerter 1, 2, 3 personnes, en 5 minutes, vous êtes au courant du problème et vous allez pouvoir essayer de le résoudre, qui est le troisième point, qui est le temps de la résolution, qui peut être lent parce qu'il y a un humain qui doit aller bidouiller, il ne sait pas ce qu'il fait, assez lent mais parce qu'il y a un humain mais il suit un script et du coup au moins c'est plutôt plus rapide et moins dans la panique, ou alors c'est complètement automatisé la redisponibilité et à ce moment-là le temps est beaucoup plus court. Donc pensez à ces 3 facteurs parce que ces 3 facteurs sont des choses sur lesquelles on peut travailler. On parlera des standards d'operating procedure un petit peu après. Donc ça, c'était pour moi la façon, les changements qu'on doit faire, qui sont intéressants à faire dans une équipe pour passer du développement d'application à maintenance du système global. Maintenant, quelles astuces on peut mettre en place pour aider l'équipe? La première, c'est de lui montrer que le code, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Donc, nous, on est un cas assez particulier. On est contributeur Kafka upstream, donc on contribue du code et des fonctionnalités, mais en vrai, le code Kafka, il est globalement fait. Et donc, c'est la partie centrale ici. Mais quand on gère un service, et je suis sûr que j'ai oublié beaucoup de patatoïdes ici, il y a plein de choses supplémentaires auxquelles penser. Les fameux pagers, comment on déploie les choses automatiquement, quelle est l'API pour demander un nouveau Kafka, quel est votre pipeline de déploiement. Si vous voulez un uptime de 99,99, mais vous mettez 18 heures à déployer une nouvelle version qui pourrait corriger le problème, vous avez un problème. Donc votre SLO, il va impacter aussi votre outil de build. Image registry, c'est intéressant. On utilise un container registry qui s'appelle Quay, Red Hat Quay. Il se trouve que c'est un service et ils ont eu un downtime à un moment. Et on n'avait pas du tout pensé que quand eux, ils étaient down, on n'était pas capable de déployer des nouveaux Kafka. Il se trouve qu'on déployait des nouveaux nœuds Kubernetes qui allaient demander les nouveaux containers et on n'avait pas de stratégie de backup pour aller récupérer une ancienne version de l'image ou de choses comme ça. On a appris, on s'est amélioré. Donc l'équipe, il faut vraiment qu'elle soit consciente de tout cet espace-là. Au niveau architectural, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est que l'équipe elle est assez forte pour déployer et définir l'architecture de son application au sens code. Par contre, là où je me suis focalisé, c'est les problèmes. Qu'est-ce qui se passe si le disque est plein? Ah ouais, attends, on n'y avait pas pensé. Ou alors, qu'est-ce qui se passe si un nœud tombe? Qu'est-ce qui se passe si tu perds le réseau? Qu'est-ce qui se passe si tu perds le data center entier? Et d'ailleurs, là-dessus, les scénarios catastrophes, c'est bien, mais ça arrive rarement. Donc, faites un calcul. Combien de fois ça peut arriver un disque plein et combien de temps de downtime ça m'amène. Et vous multipliez ça et ça vous donne votre priorité. Plus c'est haut, plus vous devez le gérer en premier. Donc un scénario catastrophe, la Terre explose, globalement va arriver pas très rapidement. Pas très souvent, du coup, pas besoin de le gérer. Enfin non, je pense que si la Terre explose, vous n'avez pas besoin de le gérer. Blast Radius, c'est intéressant aussi, c'est
Quand tu vas déployer ce changement, si ça merde, il y a combien de gens impactés? Ah bah tout le monde, parce qu'en fait on déploie sur tous les nœuds en même temps. Ok, bah peut-être qu'il va falloir déployer par petits morceaux pour éviter ce qu'on appelle le blast radius, le nombre de personnes impactées ou le nombre de requêtes par seconde impactées. Un autre truc qu'on a trouvé intéressant, vous vous rappelez, j'ai dit, un utilisateur, on ne peut pas l'appeler tous les 5 minutes pour lui demander s'il est content, voire même son appli, on n'est pas forcément capable de l'instrumentaliser. Par contre, on peut faire une appli fausse qui représente l'application de l'utilisateur et que nous, on peut monitorer. On appelle ça, nous, un canary. Et du coup, on extrait nos informations, nos indicateurs à partir de ça. Donc, j'en ai parlé. Démarrer le support de votre service le plus tôt possible, même si c'est au sein de l'équipe, et surtout créer une équipe virtuelle au sein de l'équipe de dev qui est responsable de la disponibilité, de garder ce truc-là ouvert. Alors ça peut être entre 9h et 5h de lundi au vendredi, c'est OK, mais vous allez apprendre énormément de choses. Pourquoi? Parce que du coup, les personnes vont être engagées, vont dire « Ah ouais, quand j'écris cette nouvelle fonctionnalité, j'écris, on va le voir après, mais une procédure de récupération, et je m'aperçois que c'est vraiment compliqué à gérer. » On en parlera un petit peu après de celle-là. Le truc intéressant en faisant tourner ça très tôt, c'est que vous avez déjà anticipé des choses avec des scénarios catastrophes ou pas catastrophes, et puis il y a des choses que vous n'avez pas anticipées. Ça, vous allez les voir dans la vie réelle. Mais quand vous êtes dans la vie réelle en dev, eh ben, c'est moins impactant que dans la vie réelle en prod. Donc vous allez apprendre de ces choses-là. Et ce qui est cool, c'est que comme c'est la même équipe de dev, c'est la même équipe, en fait, au niveau de l'architecture, vous pouvez avoir des conversations et de la fameuse boucle de rétroaction, elle est là. Elle est dès le niveau de l'architecture, ou alors super vite, bah tiens, tu as fait cette nouvelle version, mais en fait, ça pète parce qu'il y a ceci, cela. OK, on corrige tout de suite le problème, et pas 5 mois après ou beaucoup plus tard. Moi, j'avais mis un petit truc en place, c'est qu'il disait non, mais c'est la release en dev, on s'en fiche, c'est pas grave si on perd les données. Ben, si, c'est grave, parce que tu testes pas ta façon de déployer une nouvelle version sans perdre des données. Donc, ce que j'avais dit, c'est que là, tu es en train de tuer un chaton à chaque fois que tu me fais tomber un Kafka. Et du coup, on avait un tableau qui disait le nombre de jours sans avoir tué un chaton. Et voilà. Et ça a poussé l'équipe à penser et à aller au-delà de ce qui était strictement nécessaire. Alors, les ops. Des fois, c'est votre équipe, au sens DevOps. Des fois, vous avez des SRI qui sont un peu mutualisés entre plusieurs services, notamment si votre équipe est un peu petite et supportée du 24/7. Ça demande souvent 6 ou plus personnes pour suivre le follow the sun, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Alors déjà, ils ne parlent pas le même langage. Alors, qui est Dev ici? OK. Qui est Ops? Plutôt. OK. Alors, ceux qui ont levé la main avant et ceux qui ont levé la main après, vous n'avez pas le même dialecte. Des fois, vous ne comprenez pas du tout. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'on parlait anglais, mais on ne se comprenait pas, en fait. Du coup, il y a eu beaucoup de travail en amont. Moi, j'ai pris l'équivalent de moi de l'autre côté, dans l'équipe production SRI, et on a beaucoup discuté en amont pour aller converger sur OK, qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça? Avancer pour vraiment comprendre les choses et les besoins de la personne. Mettez ça en place parce que les équipes, à un moment, elles vont se taper dessus, genre ouais, non, mais c'est leur faute. Et non, c'est notre objectif commun, c'est de l'uptime. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un côté ou de l'autre pour résoudre le problème et améliorer les choses? Donc avoir ces deux sponsors, on va dire, poussés dans la même direction, c'est important pour calmer les ardeurs. Et le deuxième, c'est que le SEO, c'est un langage intéressant pour avoir des conversations concrètes plutôt que des réversions un petit peu absolues. L'observabilité, si vous êtes aveugle, vous ne savez pas si vous êtes disponible ou pas disponible, donc c'est super important d'avoir quelque chose de disponible, incluant même le système d'alerte. Est-ce que le système d'alerte fonctionne? Donc vous devez avoir des alertes sur le système d'alerte. Et moi, un truc intéressant l'expérience que j'ai eue, c'est que les devs adorent des métriques super fines, du genre, voilà, la taille de ma heap dans ma JVM, ou alors le ring buffer, il est à 95% d'utilisation, je ne sais pas, après ça commence à dégrader. Mais en fait, la prod, il dit, est-ce que c'est up, est-ce que c'est down? Vous savez, le health check dans Kubernetes, c'est ça qui est le plus utile. La taille du ring buffer, c'est super utile en indicateur second, troisième niveau, quatrième niveau, ou peut-être jamais. Donc, allez vraiment gros grain d'abord et raffiner après. Les standards d'operating procedure, nous on a une règle. À chaque alerte, il faut une solution écrite. Parce que la personne qui connaît le système, statistiquement, mettons que vous ayez 6 personnes dans l'équipe,
il y en a un qui a développé ce truc-là, et ben, la chance qu'il soit en rotation quand il y a le problème, c'est 1 sur 6. Donc imaginez quand c'est encore plus large. Donc il faut quelque chose qui soit compréhensible par tout le monde, surtout quelqu'un de fatigué comme les gens de KCD en ce moment-là. Et ce qui est cool, c'est que faites-les écrire par les équipes de dev qui vont réaliser « Ok, bon, j'ai écrit le code, mais j'ai vraiment été un gros sagouin et c'est hyper dur à opérer. Du coup, en fait, ça me fait écrire un truc super compliqué, alors que si j'améliore le dev, ma SOP, elle devient beaucoup plus simple, voire j'en ai même pas. » Donc ça, c'est une boucle de rétroaction super utile là-dessus. Et je vais m'arrêter, il reste quelques minutes, et j'aimerais bien avoir des échanges, des questions de votre expérience, voilà, tout ce que vous voulez. Ouais, il y a une question là-bas. Je voulais savoir, est-ce que l'architecture serverless ne résout pas la moitié de ces problèmes? Bullshit. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand on dit architecture serverless, c'est bien, mais on a juste délégué la gestion de l'état ailleurs. Mais quelque part, si tu as une appli qui est vraiment serverless, sans état... Ah, attends, serverless, pas stateless. Ok, attends, voilà, je reviens en arrière. C'est ça, c'est ces deux choses, parce que serverless... non, mais la gestion serverless, qu'est-ce que c'est serverless pour toi? Parce que pour moi, c'est... j'ai pas à déployer un serveur sur lequel je déploie des choses. Justement. Mais ça veut dire que tu as délégué à un service de plus haut niveau à quelqu'un d'autre. Mais en premier temps, c'est juste pour répondre à ta question, quand tu dis, en fait, le go to action, ça veut dire pour avoir toutes les métriques, est-ce que c'est est-ce que c'est available, est-ce que c'est disponible, pour avoir toutes les métriques, pour avoir accès, déployer l'application le plus rapidement possible et avoir les métriques pour connaître la disponibilité de son application, et derrière, builder sur ces informations-là pour soit hoster pour avoir opéré sur ton équipe opérateur, ou bien laisser l'architecture telle qu'il est si ça répond à ton besoin. C'est vrai que s'il y a derrière Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux avoir une architecture qui fournit déjà les métriques de base, ça t'aide, mais ça ne suffit pas parce que globalement, à un moment, il y a un truc qui tourne avec ton code qui peut avoir un comportement correct ou pas correct. Que ça soit serverless ou pas, ça ne va pas changer. À un moment, il y a un process qui tourne avec ton code. Donc là-dessus, il faudra que tu aies des procédures de récupération de problèmes quelconques. Ça résout en fait le problème que si les développeurs ne sont pas à gérer des problèmes qui sont opératoires. Si ça... Oui, tu simplifies, tu délègues à quelqu'un d'autre tes problèmes opératoires. Voilà. On va passer peut-être à une autre question. Ok, c'était la présentation fatigue après le déjeuner. Ok, écoutez, moi je reste là le reste de la journée. Merci d'avoir été là et puis rendez-vous dans les couloirs. Merci beaucoup.